Bonjour. Merci d'être là pour cette conférence qui nous concerne tous. Nous avons passé une période suffisamment difficile pour se rendre compte que la santé est essentielle et que notre santé dépend beaucoup de l'hôpital public et de ses soignants. Et lorsque nous sommes dit il y a une conférence à faire, on s'est dit mais les séries parlent beaucoup de médecine, des soignants, et dans ces séries, elles sonnent l'alarme sur la crise de l'hôpital public. Et on s'est dit il y avait vraiment une conférence à organiser avec bien évidemment celui qui connaît très très bien le monde de la santé, il est modeste là adossé au mur, Martin Hirsch. Je vérifie qu'il est bien le directeur de l'assistance publique, la PHP de Paris. Thomas Lilti, qu'on connaît bien, on sait qu'il est médecin, on sait qu'il a réalisé films et séries Hippocrate sur l'hôpital public. Il a aussi écrit un livre, Le Serment, sur ce qu'il a vu lorsque, pendant le Covid, il est retourné, il a abandonné le tournage de la saison 2 d'Hippocrate et il est retourné soigner. Le livre, Le Serment, a été publié. Martin Hirsch, homme curieux, l'a lu, a demandé à Thomas un entretien. Ils se sont déjà parlé. Je pense que la discussion a été franche. Je ne vais pas dire musclée, mais elle a été franche. Et du coup, on s'est dit, on va continuer, on va parler ici. Vous allez bien évidemment pouvoir poser des questions de la crise de l'hôpital public vue par les séries. Et du coup, on a demandé, avec celui qu'on aime beaucoup ici et qui anime à chaque fois une conférence un peu politique. Vous vous souvenez qu'il avait animé l'an dernier la conférence de l'ancien Premier ministre Édouard Philippe sur la violence dans les séries politiques et la politique en général. Donc mon ami Franck Nouchy, le rédacteur en chef de la page Débat et idées du Monde. Merci d'accueillir Martin Hirsch, Thomas Lilti, Franck Nouchy. Bonsoir. Bonjour à toutes et à tous. On est très heureux de vous retrouver ici à Lille pour Sérimania. Laurence a presque tout dit. Donc cette discussion va porter sur l'état de l'hôpital public tel qu'il apparaît dans la série de Thomas Lilti, Hippocrate. La saison 1 et la saison 2. Je suppose que vous êtes très nombreuses et nombreux à l'avoir vue. Et on va demander à Martin Hirsch de confronter le diagnostic que pose Thomas dans sa série à ce qu'il voit, lui, tous les jours à l'hôpital, puisque Martin Hirsch est le directeur général de l'assistance publique Hôpitaux de Paris. Je vous les présente quand même en 2 mots. Laurence vous en a donné les grands traits, mais peut-être qu'il y a 2-3 éléments qui vous manquent pour bien comprendre qui vous avez en face de vous. Donc Martin Hirsch, 58 ans. Alors vous allez voir, il a fait énormément de trucs. Il a fait des études de médecine, de biologie, il a fait l'ENA, il a intégré le Conseil d'État, il a travaillé au ministère de la Santé et de l'Action humanitaire, il a dirigé la pharmacie centrale des hôpitaux. De 2007 à 2010, il a été haut-commissaire aux solidarités actives contre la pauvreté dans le gouvernement Fillon. Il a été également haut-commissaire à la jeunesse et il a quitté le gouvernement en 2010. Il dirige la PHP depuis novembre 2013, ce qui lui donne un certain recul pour apprécier l'état de l'hôpital. Il a également présidé l'agence du service civique, Emmaüs France, et l'agence nouvelle des solidarités actives. J'ai dû oublier des trucs, mais on doit y être à peu près. Il a écrit énormément de livres, une 15aine au total, des articles, des tribunes, tout ce que vous voulez. Et il a écrit en particulier, parmi les différents livres qu'il a écrits, un ouvrage qui est consacré au début de la pandémie de Covid, qui s'appelle « L'énigme du nénuphar face au virus », qu'il a publié en 2020 chez Stock. Même chose pour Thomas Lilti, là encore un itinéraire assez original. Il a 45 ans, original parce que Thomas est à la fois médecin généraliste, cinéaste et scénariste. Il a réussi jusqu'en 2016
a cumulé ses différentes fonctions. En 2007, il a réalisé un premier long métrage qui s'appelle Les yeux bandés. Vous n'êtes peut-être pas très nombreux à l'avoir vu. Ça n'a pas été son plus gros succès. Après, par contre, c'est que des gros succès. Donc un film qui s'appelle Hippocrate, avec Vincent Lacoste, Reda Kateb et Marianne Denicourt. Ensuite, un autre film consacré à la médecine. Vous allez voir que c'est un peu sa spécialité jusqu'à présent. Je dis bien jusqu'à présent. Médecin de campagne, que vous avez sans doute vu avec François Cluzet et Marianne Denicourt. En 2018, à la fois un film, Première année, qui porte là encore sur la médecine, mais sur la question fondamentale de la formation des médecins à l'exercice de cette belle profession, et le début du tournage d'une série qui va faire date, donc il s'appelle Hippocrate, la première saison dans laquelle vous retrouvez déjà la plupart des acteurs et actrices que vous retrouvez dans la saison 2, à savoir Louise Bourgoin, Alice Belaïdi, Karim Leclou, Zachary Chasserio, Anne Consigny. Bouli Lanners arrivera un petit peu plus tard à la tête du service des urgences, on en parlera plus tard. Lui aussi a écrit un livre, Thomas, qui s'appelle Le Serment, dans lequel il raconte comment, alors que le tournage de la deuxième saison d'Hippocrate venait d'être interrompu du fait du Covid, il a décidé de reprendre du service, je crois que c'est le mot, et de retourner à l'hôpital pour retrouver son ancien métier, son premier métier, médecin. C'est un livre qui s'appelle Le Serment, que je vous recommande vivement. Alors, autant le dire tout de suite, si vous êtes fan des séries médicales, des séries hospitalières, vous savez que c'est un genre en soi, en particulier aux États-Unis, dans les pays anglo-saxons, mais pas simplement. Vous allez être un petit peu déçus parce qu'on ne va pas parler de ça. On va sans doute, enfin peut-être incidemment, on parlera de Urgence, de Dr House, de Call Black, de Night Shift, de Chicago Med, de Grey's Anatomy. On ne va pas davantage parler de Good Doctor, de Rush, de The Resident, de New Amsterdam, etc., etc. On fera ça une autre fois dans un autre débat. Il nous a semblé plus urgent aujourd'hui de nous concentrer sur l'état de l'hôpital tel qu'il apparaît dans Hippocrate et tel que vous le ressentez quand vous poserez des questions tout à l'heure. Je vous invite à faire part de vos expériences, de vos questions sur l'hôpital et tel que Martin Hirsch le ressent. Moi, il y a une chose que je me suis dit en voyant la première saison d'Hippocrate, puis la deuxième, c'est que pour des gens qui ne sont pas habitués à l'hôpital, c'est un choc. C'est-à-dire qu'on ne s'y attend pas. On ne s'attend pas à ce que ce soit à ce point défaillant, à ce qu'il y ait à ce point des dysfonctionnements, et est-ce que la situation de l'hôpital soit à ce point décrite comme grave. Et en ce sens, d'où le titre que Laurence a trouvé pour cette discussion, en ce sens, on peut se demander si Hippocrate n'est pas une sorte de série d'alertes, une série lanceuse d'alerte. Est-ce que vous l'avez conçu comme tel, Thomas ? Non, je ne l'ai pas conçu parce que ce serait très présomptueux. Je ne me suis jamais considéré comme un lanceur d'alerte. Moi, j'ai eu simplement l'impression de raconter l'expérience que j'avais pu faire de l'hôpital, de faire un constat finalement, et je ne me suis pas dit j'alerte, je vais alerter sur l'état de l'hôpital. Il n'y a pas cette volonté quand j'écris la série et quand je l'imagine. Il n'y a pas cette volonté. En revanche, ce qui est vrai, c'est que j'essaie d'être le plus sincère par rapport à ce que j'ai pu vivre moi à l'hôpital. Et finalement, ce qui est le moteur moi dans l'écriture d'Hippocrate, c'est surtout d'essayer de raconter l'engagement, de montrer des hommes, des femmes. Il se trouve que mes personnages principaux sont des internes en médecine, parce que c'est ce que moi j'ai connu, c'est la fonction que j'ai eue à l'hôpital, mais j'essaye aussi de raconter à travers des personnages plus secondaires les métiers de soignants en général, et de montrer que c'est des métiers d'engagement et de don finalement aux autres. Et c'est ça que j'essaye de raconter, de montrer combien c'est compliqué, difficile et douloureux de travailler quand les conditions de travail se détériorent. Et je crois que c'est ça le point de départ. Alors, ce qui est surprenant et ce qui va totalement m'échapper, par exemple, c'est que le début de la saison 1 d'Hippocrate raconte en effet un hôpital ou un service où il y a un virus
et on est en 2017 quand j'écris ça, mais donc en 2018 quand je le réalise, qu'il y a un virus qui va mettre en quarantaine. Je parle de quarantaine d'ailleurs dans la saison 1, puisque le terme de confinement, je crois qu'il est employé un petit peu, mais il n'est pas du tout familier. Mais on met des médecins à l'isolement. Et on met des médecins à l'isolement, et en fait, c'était un point de départ dramaturgique pur pour pouvoir avoir des internes qui soient seuls aux commandes d'un service hospitalier, puisque moi, à chaque fois, ce que je vais essayer de faire, et en ça, c'est là où je ne me considère pas totalement un lanceur d'alerte, même si j'ai conscience que c'est une série engagée, c'est une série qui est politique, mais c'est l'envie de montrer des personnages qui sont... de créer, on va dire, d'un point de vue dramaturgique, la situation un peu exceptionnelle, ou qui paraît exceptionnelle, mais pour finalement raconter au plus près la réalité de l'hôpital. Martin, quand on voit une série comme ça et qu'on est au poste que vous occupez, poste éminemment important, est-ce qu'on ne se dit pas, après l'avoir vue ou pendant qu'on la voit, il y a urgence à agir? Et en ce sens, on la prend aussi comme une lanceuse d'alerte. Est-ce qu'on est le même après l'avoir vue? Alors, je dois avouer que même sans avoir vu les séries, on se dit qu'il y a urgence à agir. J'adore. Ça nous rassure déjà, ça. J'adore les séries, mais on peut avoir conscience des difficultés sans être devant son écran, même si effectivement ça permet. Juste, ce que je trouve très intéressant dans les films et les séries, et je ne sais pas si les spectateurs voient la même chose, c'est qu'on voit doublement l'envers du décor. Il y a d'un côté l'envers du décor de regarder à l'intérieur l'agitation, les difficultés, et puis il y a à savoir que ceux et celles qui ont des blouses blanches, des petits badges avec les différentes couleurs très hiérarchiques telles qu'on a à l'hôpital, et qu'on voit quand on est patient, comme ceux qui vont vous aider et qui ont le pouvoir et dont on ne se dit pas qu'ils ont eux-mêmes une vie avec plein de difficultés. Je trouve qu'il y a un aspect aussi extrêmement intéressant de voir qu'ils peuvent avoir des difficultés sentimentales, de récupérer des papiers pour avoir le droit d'exercer ou pour avoir le droit d'être inscrit à l'ordre, etc., etc. Et ça, je pense que c'est aussi une dimension qui est tout à fait importante. Alors, est-ce que ça distord la réalité en caricaturant un peu, probablement un peu. Je pense que les services ne sont pas chroniquement aussi dysfonctionnels tout le temps. En revanche, je pense que rien n'est faux. C'est-à-dire que tous les dysfonctionnements qu'on y voit ont existé à un moment ou à un autre et sont problématiques. Et ce que je trouve super intéressant aussi, c'est que en fait, ça a un lien entre la manière dont maintenant on enseigne. Avant, on faisait l'enseignement avec des cours magistraux, etc. Maintenant, on fait de plus en plus des enseignements de simulation en équipe où finalement on reproduit des petits scénarios pour apprendre à la fois aux professionnels à s'adapter, puis aussi pour repérer ce qui ne va pas et essayer de le corriger. Mais effectivement, on peut faire la liste. Si je prends juste 2 secondes, parce que moi, mon avis est peut-être... J'ai demandé à une infirmière ce qu'elle pensait. Alors, je vous le lis pour ne pas la trahir. J'ai regardé avec ma fille, qui est infirmière. Elle est aussi infirmière. Elle a beaucoup aimé. Elle m'a dit, j'ai l'impression que c'est dans mon service. Tout y passe. Le fils du professeur qui suit les traces du père, la précarité des médecins étrangers, la violence, injures, coups des patients qui arrivent aux urgences, la problématique des gardes de Noël et du Nouvel An, les tensions entre les infirmières et les médecins, le directeur de l'institution qui se fait houspiller, on en dira peut-être un mot, le manque de matériel, la pénurie d'infirmières, la grève, etc. Mais surtout, cette belle solidarité entre les soignants. Je trouve que c'est un bel hommage aux soignants, dit-elle. Et c'est ce que vous retenez? D'abord, un bel hommage, cette série. Je retiens les deux. Non. Ouais. Oui, c'est quoi? Ces relations interhumaines, l'aide à celui qui n'a pas vraiment son diplôme, l'aide à celui qui est mal à l'aise, celui qui a fait une faute, celui qui, etc. Cette solidarité existe et elle est le moteur majeur de l'hôpital. Et parfois, elle est en panne. Et dans ce cas-là, ça ne va pas.
Et parfois, elle s'exprime encore plus fort, comme pendant notamment la première vague Covid. Et tous ceux, je sais pas, certains d'entre vous ont peut-être travaillé dans des hôpitaux pendant cette première vague. Et tous ceux qui ont connu cette première vague disent, en fait, c'est la plus belle époque de ma vie professionnelle, avec des trémolos dans la voix, parce que cette solidarité est très forte. Et puis ensuite, il y a les dysfonctionnements qu'on doit corriger et qui sont durs à corriger. Qui sont énormes. Je pense qu'il faut préciser que vous avez commencé à tourner la saison 2 d'Hippocrate en janvier 2020, c'est-à-dire juste avant l'apparition du Covid. Et donc, à ce moment-là, on ne sait pas encore ce qui va arriver. Ce qui frappe pourtant en voyant à la fois la première saison et la deuxième saison, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est ce que vous expliquez dans le livre, c'est l'extrême difficulté qu'il y a non pas à travailler, mais à bien travailler. À se dire, voilà, ce patient, j'ai pris suffisamment de temps pour le voir, j'ai fait ce qu'il fallait faire pour lui venir en aide. Et moi, c'est ça qui me frappe au moins autant que la solidarité entre les personnels soignants, entre les médecins et les infirmières, etc. C'est cette extrême douleur que ressentent les personnels soignants. Ils ont du mal à bien travailler. Et ça, c'est terrible quand on... En fait, ce qu'il faut comprendre, parce que pour revenir aussi à ce que c'est que l'écriture d'une série, moi, j'ai pas il n'y a pas de règle absolue, mais en tout cas, moi, la règle que je me suis fixée quand j'écris Hippocrate, c'est évidemment le souci de réalisme, mais on va dire que ça, c'est un peu une sorte d'axiome, quoi. C'est un peu une vérité absolue que je m'impose. Mais après, c'est déjà de me dire quelle est la grande thématique qui va être sous-jacente à la série et à chaque saison. Et c'est vrai que quand j'écris la saison 2, je me dis que ce dont je veux parler, c'est la souffrance au travail. On est en effet plusieurs mois, même au moment de l'écriture, déjà plus d'1 an avant le Covid. Et donc je me dis, et j'essaie de réfléchir à ça. Qu'est-ce que c'est que la souffrance au travail du personnel soignant ? On en parlait déjà, en fait. On n'a pas attendu le Covid pour en discuter et pour en parler même dans les médias, mais même si ce n'était pas arrivé comme un sujet d'actualité aussi brûlant. Et très vite, je me suis rendu compte, du moins c'est ce que j'ai constaté. Évidemment, je n'ai rien inventé, ce sont des choses que j'ai lues ou je me suis documenté. C'est que finalement, cette souffrance, elle vient essentiellement du fait de ne pas pouvoir bien faire son travail. Notamment quand on fait des métiers de soins, des métiers tournés vers l'autre, où il y a beaucoup de dévouement. Et en effet, quand l'outil de travail s'abîme, soi-même, on souffre de cela. Et c'est comme ça que j'ai créé, que j'ai eu cette idée dans la saison 2, avec mes co-auteurs, dans la saison 2 d'Hippocrate, d'imaginer un hôpital surchargé. Et moi, l'idée que j'ai eue, c'est que le service des urgences était inondé à cause d'un problème de canalisation, et donc ont été rapatriés dans le service de médecine interne, là où il n'y a pas le matériel nécessaire, où il n'y a pas l'espace, où le personnel est mal formé pour accueillir les urgences, ou pas formé pour accueillir les urgences, et donc tout le monde est dépassé. Et donc ça, c'est le terreau pour la souffrance à venir du personnel. Et c'est finalement exactement ce qui s'est produit en fait avec l'arrivée du Covid. Je crois qu'il faut préciser que ça ne se passe pas dans un CHU, dans un centre hospitalo-universitaire. Ça se passe dans un hôpital qui est plutôt situé dans la banlieue parisienne, dans des zones qui ne sont pas... Alors il y a un grand flou là-dessus, pour être très précis. Il y a un grand flou, c'est-à-dire que où est l'hôpital de fiction ? La série est tournée dans un hôpital en activité, dans une partie qui a été qui n'est plus utilisée de l'hôpital, désaffectée, pardon, je cherchais le terme, qu'on a réaménagé comme un studio de cinéma. Mais l'hôpital est en activité, c'est l'hôpital Robert Ballanger à Aulnay-sous-Bois, qui est un gros centre intercommunal qui ne fait donc pas partie de l'assistance publique des hôpitaux de Paris, mais en revanche, tout le personnel et toute la signalétique est celle des hôpitaux de la science publique des hôpitaux de Paris, avec l'autorisation de la PHP. Donc il y a une sorte de flou comme ça. C'est quand même un hôpital dans la fiction, c'est un hôpital de la PHP qui n'existe pas, mais qui est en périphérie, parce qu'il y a des hôpitaux en banlieue parisienne, hein, il n'y a pas que des hôpitaux au cœur de Paris, de la PHP. Mais en tout cas, c'est un hôpital qui est clairement dans une zone relativement... déshéritée, notamment là en Seine-Saint-Denis. Alors, pour la prochaine saison,
sur le sujet, est-ce que la fiction dépasse la réalité ou pas? Vous évoquez la canalisation qui pète et les urgences où il y a de l'eau jusque-là. Il y a 1 an, à peu près, jour pour jour, dans un hôpital de la PHP qui s'appelle l'hôpital Saint-Louis, grand hôpital où par ailleurs il y a un centre des brûlés et puis une réanimation. Et l'année dernière, à la même époque, il y avait beaucoup de patients Covid. Il y a eu un incendie dans la réanimation à côté du service des brûlés, probablement parce qu'une infirmière, pendant sa pause cigarette au-dessus du truc, a jeté sa cigarette là où il ne fallait pas. Et on s'est retrouvé à 00h30 dans un service de réanimation à gérer un incendie. Il se trouve que le praticien hospitalier qui était de garde était également pompier volontaire. Et a eu en 2 secondes le réflexe de faire ce qu'il fallait. Et ça s'est terminé à 1h du matin avec les patients intubés sur la terrasse de l'hôpital, en plein air, avec des couvertures de survie. Enfin, juste pour dire qu'effectivement, ce type d'événement, ça fait aussi partie de la médecine, de savoir gérer ce type d'événement. Je voudrais revenir sur la souffrance au travail avec 2 remarques. La première, qu'il faut avoir en tête, quand on interroge les vieux de la vieille, c'est-à-dire les médecins de mon âge, ils racontent avec gourmandise leur jeunesse, où ils faisaient 3 nuits de garde systématiques d'affilée, tout le temps, et que c'était le bonheur absolu. Et ils regardent les jeunes maintenant. Ouais. Aïe. Je peux en parler. Hein. Oui, mais en tout cas, je ne sais pas si c'est sincère ou pas, mais chaque fois qu'il y a cette plainte, ils disent oui, ils sont mignons, mais ils supportent plus. Et de mon temps, non mais je suis désolé, ça fait partie, cette question à la fois de la guerre des générations, de la différence de perception, etc., fait absolument partie de l'hôpital. Thomas parlait des internes. Je trouve qu'on ne peut pas comprendre l'hôpital si on ne voit pas l'hôpital comme un lieu où plusieurs générations, dans un domaine qui évolue extrêmement vite, donc à la fois les techniques médicales, à la fois les comportements, à la fois... il y a énormément de choses qui évoluent vite et coexistent plusieurs générations. Et ça fait partie aussi des tensions de l'hôpital. Et mon autre remarque sur la souffrance dans les services d'urgence, il se trouve qu'à la même période, on a eu d'ailleurs des grandes grèves dans les services d'urgence qui ont été déclenchées par des faits d'agressivité, d'agression de patients vis-à-vis des soignants, qui ont été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et alors, l'une des réponses qu'on a apportées, c'est de dire effectivement, on arrête de fermer les yeux sur le fait que les urgences ont une caractéristique particulière par rapport à tous les services, c'est qu'ils ne peuvent pas prévoir le nombre de malades qu'ils vont avoir. Alors que la plupart des autres services peuvent le prévoir et s'adapter. Alors, pas forcément bien, mais quand un service de chirurgie digestive est débordé et qu'il lui manque 3 infirmières, il peut dire « je vais programmer moins de malades cette semaine et en retarder un peu ». Un service d'urgence ne peut pas dire au 183e malade « je ferme parce que je suis dimensionné pour 183 ». Et donc, du coup, on a gravé dans le marbre le fait que, s'agissant aussi bien des médecins que des infirmières et des aides-soignantes, on faisait en sorte qu'on négocie avec les représentants, les syndicats et les représentants des médecins, des nombres de médecins par nombre de passages et qu'on s'engage à les respecter. C'est-à-dire s'il y a plus 10% de passages, il y aura plus 10% d'infirmières et plus 10% de médecins. Justement, alors ensuite on peut se battre en disant est-ce que le ratio qu'on a mis est suffisant ou pas suffisant, mais globalement tout le monde est d'accord dessus, pour éviter ce côté, le débordement existe et on l'a créé. Pour répondre à Martin, Thomas, dans votre livre, vous écrivez « En 15 ans, ça s'est aggravé ».
Ouais, clairement, ouais. Vous identifiez bien les raisons, et il y en a une en particulier, là aussi ce sera une manière de répondre à Martin. L'informatisation, pour vous, est un facteur aussi d'aggravation de la situation. Bah, moi, je trouve que la seule chose qui a changé... Donc, je suis retourné en mars 2020, avril 2020, essayer de filer un coup de main très modestement et humblement, parce que ça faisait presque pas loin de 10 ans que je n'avais pas pratiqué la médecine. Et donc je suis retourné aux urgences et une des choses qui avait changé en effet c'est l'informatisation. Après je trouve que par ailleurs les choses s'étaient plutôt aggravées et que l'informatisation rend les choses plus complexes. Moi, et je l'ai vu, et pas que moi, je voyais les confrères, que ce soit les soignants, infirmières ou les médecins, passer énormément de temps devant leur ordinateur à essayer de coder, de trouver... les diagnostics de trouver les traitements. Alors ça a des avantages parce que tout est mémorisé, mais en revanche ça prend un temps fou, ça c'est certain, avec souvent des machines qui sont relativement obsolètes, qui fonctionnent pas toujours. Ça, on a je crois un vrai souci de ce point de vue là. Mais ça c'est sur moi je voudrais revenir à une chose qu'a dit Martin sur en effet cette vision. Moi je lutte beaucoup contre cette hiérarchie médicale et surtout sur cette guerre de génération. C'est vrai notamment chez les médecins. Il y a une coutume, en tout cas une transmission du savoir qui se fait de façon très autoritaire, et je dirais même violente, parmi les médecins essentiellement. C'est un peu moins vrai. Bizutage permanent, quoi. Ouais, mais c'est un bizutage qui est plus qu'un bizutage finalement, qui est sur presque l'idée que la transmission du savoir en médecine doit se faire violemment. Ça, c'est quelque chose. Et sauf que la société, elle change, quoi. C'est pas les jeunes médecins qui ont changé, c'est la société qui change et qui mute. Et le rapport au métier, au travail, dans toutes les strates de la société changent. Et il y a ce sentiment quand même, nous, vieux médecins, on a trimé quand on était jeunes, et on ne supporte pas qu'on ait des jeunes médecins qui aspirent à une façon de pratiquer leur métier différente. Et ça crée vraiment un choc générationnel que moi je vivais déjà à la fin des années 90, début 2000, et ce qui s'est énormément accentué. Alors, je vais me faire siffler, mais moi je ne suis pas d'accord avec la dégradation généralisée et que c'est pire il y a 15 ans. Je pense que c'est plus balancé que cela. C'est-à-dire que il y a à la fois des choses qui bougent et des choses qui ne bougent pas assez, et qu'à chaque fois, il y a un côté progrès, un côté régression. Et qu'il n'y a pas un élément linéaire de dégradation. Je reprends l'informatique. C'est rigolo parce que j'étais avec une délégation de médecins toute la semaine sur le sujet de l'informatique, à aller voir comment ils faisaient aux États-Unis. Et donc des médecins qui, la plupart d'entre eux, connaissaient effectivement la machine qui plante, etc. Mais globalement, on disait, ça nous apporte un certain nombre de choses majeures, d'abord pour mieux prendre en charge nos patients, et y compris pour mieux nous organiser. Donc on est dans des phases de transition, on a à la fois les mauvais côtés et un peu les bons côtés. Quand je discute avec celle qui représentait la CGT à la PHP il y a 40 ans, qui est une fille fabuleuse de 90 ans, comme celle qui la représente aujourd'hui est pas mal non plus, n'est-ce pas Pierre-Emmanuel, tu vois qui je veux dire elle explique qu'il y a 40 ans, à Necker, qui est un des temples de la pédiatrie, elle bossait dans des salles communes, où les enfants étaient dans des salles communes à 20 par salle commune. Aujourd'hui, parfois ils sont à 2, mais la plupart du temps, ils sont seuls dans une chambre, etc. etc. Et donc, il y a effectivement des choses qui vont moins bien, il y a des choses qui sont vécues plus douloureusement, il y a aussi des choses qui s'améliorent, et donc il y a cette tension permanente. L'hôpital, fondamentalement, est un endroit hyper instable. Oui, mais Martin, c'est vrai que obligatoirement, vous avez un regard centré sur l'assistance publique des hôpitaux de Paris, qui est quand même, on va dire, un peu le fleuron de l'hôpital public en France, et qui est pas le parent pauvre de l'hôpital. Il y a des hôpitaux qui sont beaucoup... Vous n'avez par exemple pas de problème, ou peu de problèmes de recrutement pour les médecins.
puisque ce sont des services d'élite où on va dire que tous Et pour les infirmières, les grands universitaires ont envie de pratiquer dans ces hôpitaux-là. Mais dès qu'on s'éloigne de la PHP, dès qu'on va dans les centres, dans les grands centres hospitaliers intercommunaux, etc., on a un vrai problème, par exemple, de main-d'œuvre. Ça, c'est quel que soit chez les médecins, chez les infirmiers, ça c'est dramatique, par exemple. Oui, mais il y a 20 ans, donc on disait est-ce que c'est pire qu'il y a 15 ans? Il y a 20 ans, le grand sujet, je me souviens, Martine Aubry était ministre de la Santé, c'était comment on ferme les maternités dans lesquelles il n'y a pas assez d'anesthésistes ou pas assez d'obstétriciens, où on se bat pour la garder et où tout le monde dit mais la sécurité n'est pas assurée. Ce que je veux dire, c'est que, y compris pendant tout le long du XXe siècle, il y avait des hôpitaux qui étaient en difficulté, où on pensait... Je pense qu'aujourd'hui, il y a plus de chances d'être bien pris en charge dans n'importe quel hôpital sur le territoire que c'était le cas il y a un demi-siècle. Où vraiment, on devait fuir un certain nombre d'endroits comme étant des endroits dans lesquels la chance d'être guéri était inférieure à la chance d'être maltraité. Donc, je trouve que c'est plus bivalent que ça. On va en revenir à la série, à notre hôpital, à son service des urgences. On découvre en regardant la série qu'il y a à la fois des médecins, des infirmières français qui le font tourner, mais il y a aussi des étrangers qui le font tourner. On le voit dans le film avec le personnage joué par Reda Kateb, on le voit dans la série avec le personnage joué par Karim Leclou. On va regarder un premier extrait et on va revenir sur ce problème déjà pour régler cette question puisqu'elle a été abordée vaguement pendant la campagne électorale. Ça ne vous a pas échappé. Premier extrait. Bon, alors Thomas, pendant toute la série, ce personnage, on va le voir évoluer. Il va travailler à l'hôpital, il va arrêter de travailler, il va revenir travailler. En fait, vous avez eu l'idée de créer ce personnage qui est très fort à partir d'une rencontre que vous avez faite dans la vraie vie. Avec un vrai Arben. Il y a eu un vrai Arben et il y a eu un vrai Reda Kateb. Oui, c'est-à-dire que moi, ce qui m'a donné envie de faire des films sur le monde hospitalier, sur la médecine, ce sont les médecins étrangers que j'ai croisés dans ma carrière de médecin. C'est eux qui m'ont appris la médecine. Voilà, clairement, c'est eux qui m'ont appris la médecine, ou le peu que je sais en tout cas de la médecine. J'étais jeune interne, et qui est de garde à l'hôpital, et là on parle de la PHP en particulier, mais c'est encore plus vrai dans les hôpitaux hors APHP, ce sont des médecins étrangers. Alors, pas que, il y a les internes en médecine, mais finalement assez peu nombreux. Il y a quelques chefs, et la majorité des gardes sont assurés par des médecins qui ont des diplômes hors Union européenne. Et ces hommes et ces femmes, je me suis senti très proche d'eux souvent. Parce que j'étais jeune, que j'étais inexpérimenté, que j'avais peur, que j'appréhendais les gardes seul. J'avais 22, 23 ans, 24 ans. Et heureusement qu'ils étaient là, ils étaient plus âgés. Ils faisaient à peu près le même boulot que moi, à vrai dire. Mais eux avaient déjà une expérience et du métier et de la vie que moi je n'avais pas. Et j'ai lié en effet d'amitié avec deux d'entre eux particulièrement. L'un qui s'appelait Majid, qui a inspiré le personnage de Reda Kateb dans Hippocrate le film, et un autre qui s'appelait Arben, qui s'appelle Arben Menzeksiu, d'origine albanaise, et qui a inspiré donc le personnage d'Arben Bacha dans Hippocrate la série. Et c'est vrai que longtemps, je crois que ce qui m'a motivé à raconter des histoires de médecine, c'était d'essayer de comprendre ce statut de médecin étranger, où finalement moi, étudiant, j'avais passé un concours extrêmement sélectif, on m'avait fait comprendre que c'était une chance, que j'allais devenir médecin parce que j'avais pu obtenir être reçu à ce concours très sélectif et extrêmement compétitif et totalement absurde selon moi. Et je me retrouvais finalement avec des médecins étrangers qui eux n'avaient pas passé ce concours, qui me semblaient beaucoup plus qualifiés pour certains d'entre eux, pour beaucoup d'entre eux que moi, mais pourtant qui se retrouvaient avec un plafond de verre qui faisait que c'était un peu pour eux le parcours du combattant pour arriver à obtenir des stages et à avoir le statut qui serait le mien en quelques années. Et cette absurdité, je ne l'ai jamais totalement... je la comprends, je l'analyse, je suis capable de... Je sais à peu près les tenants et les aboutissants, mais c'est une telle injustice à mes yeux
C'est une telle injustice que je crois que ça a longtemps été ça le moteur. Et puis après, évidemment, il a fallu... je me suis intéressé à plein d'autres pans de la médecine quand j'ai écrit le film Hippocrate ou la série. Mais je crois que c'est vraiment ça le point de départ. On peut dire un mot des tenants et des aboutissants ? Évidemment. Les tenants et les aboutissants, ils sont assez simples. Le corps médical, et notamment l'ordre des médecins et les médecins de ville, s'opposent depuis des années à ce qu'on donne, ce qu'on appelle le plein exercice, c'est-à-dire le droit de pouvoir exercer comme les autres aux médecins étrangers, y compris quand ils ont passé 10 ans à faire le bouche-trou dans un hôpital. Donc il y a une tension entre d'un côté l'hôpital qui est effectivement, comme on a un peu plus de servitude probablement, qu'on est un peu moins bien payé, et donc qui va chercher des médecins étrangers, avec le problème que ça pose vis-à-vis des pays qui les ont formés, parce qu'effectivement ils n'ont pas passé un concours en France, mais il y a des pays qui ont, prenons l'Algérie, ou des pays d'Afrique noire, le Bénin, etc., qui ont passé des années à former peu de médecins, et qui ensuite partent en France gagner 5, 6, 10 fois plus d'argent, même quand ils sont mal payés. Donc cette tension est entretenue aussi par la profession. Et je me souviens, quand on était avec Kouchner, on avait fait des journaux officiels pleins de titularisation de médecins par des centaines au JO tous les 3 mois, contre le corps médical, pour essayer c'était il y a un petit paquet d'années, de résoudre cette situation. Et donc, ça met aussi l'accent sur le fait que dans les difficultés du système de santé, il y a l'administration qui est responsable, l'ARS, on a tous notre part de responsabilité, le montant du budget qui est voté, etc., etc. Et il y a aussi une part des difficultés qui provient de la manière dont les professionnels eux-mêmes génèrent la violence de la transmission, le malthusianisme, en se disant s'il y a trop de médecins étrangers qui viennent, peut-être que j'aurai moins d'honoraires à la fin du mois, etc. Et donc la complexité du système de santé, elle a aussi des facteurs internes à la manière dont les professionnels voient leur propre intérêt. Et ça, c'est aussi... on ne peut pas faire l'impasse dessus comme si c'était simplement la méchante administration, même si on est très méchant, etc. Mais là, j'en rejoins totalement Martin, et ça, c'est un constat qui est terrible. C'est-à-dire que j'ai vu des études qui montrent, par exemple, chez les étudiants en médecine, qui ont passé ce concours en fin de première année de médecine, ce concours sélectif, quand on les interroge en 3e, 4e année de médecine, et qu'on leur demande justement s'ils sont pour cette régularisation des médecins étrangers, alors qu'il y a une pénurie de médecins à l'hôpital public en France, ils sont très majoritairement contre. C'est-à-dire qu'en première année de médecine, ils sont pour l'ouverture du numerus clausus, parce qu'évidemment, ils voient qu'il y a très peu de place. Mais une fois qu'ils ont passé leur concours et qu'ils l'ont réussi, évidemment, ils se retournent. Évidemment, malheureusement, ils se retournent. C'est quand même incroyable. Aujourd'hui, moi, je trouve que l'hôpital public français est dans une position depuis 20 ans, 30 ans, finalement, d'une forme de délocalisation à l'envers. C'est-à-dire que comme l'hôpital ne peut pas se délocaliser à l'étranger, finalement, c'est une main-d'œuvre assez corvéable qui vient travailler à l'hôpital, parce que, et c'est l'autre gros problème, c'est pourquoi les médecins aujourd'hui en France, alors moi je porte toute ma culpabilité puisque je ne pratique pas la médecine, mais pourquoi les médecins qu'on forme aujourd'hui en France ne veulent pas travailler à l'hôpital public ? La PHP étant un peu une exception. Mais pourquoi les médecins ne veulent pas travailler à l'hôpital public ? C'est vraiment ça. Est-ce que c'est parce que les salaires sont trop bas ? Est-ce que parce que les conditions de travail sont mauvaises ? Est-ce que... voilà, pourquoi là, vous parlez des médecins, il faudrait parler des infirmières. Oui, alors le problème est un peu différent, mais c'est vrai qu'on a aussi une pénurie de soignants en général. Et alors, pour les médecins à l'hôpital public, effectivement, un problème qui se pose assez peu dans les grands centres hospitalo-universitaires, mais dans beaucoup d'hôpitaux, sur lesquels, dans certains métiers, les médecins viennent y travailler comme mercenaires. Ce n'est pas une expression... quand je dis mercenaire, c'est intérimaire, à choisir le jour où on prend l'intérim et où on peut être payé entre 1 500 et 2 000 euros pour la journée, quand les salaires du public sont plutôt entre 4 000 et 6 000 euros par mois. Donc, il y a
alors, il y a un sujet qu'on peut prendre, soit qui est compliqué à prendre. Est-ce qu'on pourrait essayer d'interdire ? Alors, il faut voir la perversité que cela a. Hein. Par exemple, on a essayé de plafonner le montant des rémunérations. Et du coup, certains hôpitaux étaient tellement le couteau sous la gorge qu'ils font fictivement 2 nuits à la place d'une pour payer double et contourner le plafonnement, etc., etc. Tellement la tension est forte. Donc, alors, bien évidemment, on ne pourra jamais les payer 1 500 € par jour. Est-ce qu'il faut augmenter les salaires ? Probablement. Mais c'est probablement pas le seul facteur non plus. Sinon, c'est la course à l'échalote qui se termine jamais. Et donc, il y a effectivement de savoir quel est le... Et c'est pour ça que je dis, plutôt qu'une dégradation, je pense que l'hôpital, et les choses ne sont pas vraies qu'en France, l'hôpital en ce moment est, moi, ce que j'appelle une mue douloureuse. Les choses se transforment. Ce qu'on est prêt à accepter pour l'exercice de son métier n'est plus la même chose qu'on acceptait auparavant. Les exigences des patients. On a fait une enquête, il y a 10 jours, les 20 ans de la loi sur les droits des malades. Et donc on a fait une enquête dans l'assistance publique auprès de tous les personnels, médecins, infirmiers, administratifs, sur ce qu'ils en pensaient 20 ans après. Alors ce qui ressortait, c'est qu'ils trouvaient que c'était plutôt bien d'affirmer des droits pour les malades, que ça les forçait à mieux travailler, etc. Que par ailleurs, les malades étaient plutôt plus exigeants, ce qui était une bonne chose, connaissant mieux la médecine, ce qui était une bonne chose, mais 90% d'entre eux disaient les malades sont beaucoup plus agressifs qu'ils n'étaient auparavant. Alors c'est très rigolo d'en discuter avec les représentants des usagers. Est-ce que cette agressivité est liée au fait qu'on fonctionne moins bien et que du coup on provoque l'agressivité ? Probablement en partie. Est-ce qu'elle est faite que l'hôpital est comme dans tous les endroits où il y a effectivement plus d'agressivité parce qu'on a un comportement plus de consommateur ? Probablement en partie. Est-ce que c'est le fait aussi qu'on a un gros problème de prise en charge de la maladie mentale qui fait qu'on retrouve notamment dans les urgences beaucoup de patients qui auraient besoin de soins psychiatriques qui ne sont pas pris en charge et qui viennent déverser une violence involontaire dans l'hôpital ? Il y a tous ces éléments-là, mais si on ne les regarde pas de près, on aura une dégradation forte. On va regarder un deuxième extrait d'Hippocrate. Peut-être raconter, Thomas, dans quel contexte il y a c'est la grande angoisse aux urgences, c'est d'oublier un patient. C'est un patient qui vient et puis que personne ne voit, aucun médecin ne voit parce qu'on pense, il y a d'autres priorités, il y a d'autres urgences. Et puis le patient se dégrade, il peut se dégrader dans un coin du service. Et puis on pense qu'il a été vu, qu'il est pris en charge, et en fait pas du tout. Et ça existe, hein, c'est pas une histoire que j'ai inventée. Alors ici elle est romancée, mais donc là c'est une patiente qui s'est retrouvée finalement, qu'on a retrouvée dans une pièce de laquelle elle pouvait plus sortir, et puis elle avait perdu connaissance entre la vie et la mort. Et donc c'est la grande culpabilité du personnel soignant, hein, médecin, infirmier, aide-soignant, qui se questionnent, savoir comment ils ont pu oublier un patient. Alors là, évidemment, ils ont plein de circonstances atténuantes, des locaux inadaptés, ils sont mal formés, ils ne sont pas formés, ils sont peu nombreux, pas assez nombreux. Mais il n'empêche, hein, c'est ça qui est terrible à l'hôpital quand on fait ces métiers, c'est-à-dire qu'on a beau avoir plein de circonstances atténuantes, si on se sent responsable et coupable d'avoir mal fait son travail, moi ça a pu m'arriver souvent, trop souvent en tout cas, il suffit d'une fois pour que ça soit vraiment, ça brise l'envie ou en tout cas l'énergie qu'il est nécessaire d'avoir pour pratiquer un peu correctement son métier et nous détourner finalement de la profession. Moi, je pense que ça a été mon cas. Aujourd'hui, c'est quelque chose que j'analyse assez bien. Si je ne pratique plus la médecine aujourd'hui, ou de façon très occasionnelle, c'est vraiment parce qu'il y a eu quelques événements dans ma vie où j'ai eu le sentiment de ne pas être à la hauteur de la mission qui m'était confiée, même si pourtant j'avais, je crois, des circonstances atténuantes pour avoir commis ces erreurs. Mais en tout cas, c'est ce que je fais vivre à ce service et qui va pourtant continuer à aller droit dans le mur, c'est-à-dire alors que tous les signaux sont au rouge, qu'on sait qu'a priori, la catastrophe va arriver, ou vont continuer à arriver, on continue dans... c'est évidemment une métaphore de la situation selon moi, mais en tout cas, dans ce cas précis, on continue à avancer dans le mur. Mais pourquoi on continue à foncer dans le mur ? C'est ce que j'essaye moi de décortiquer, c'est qu'il n'y a que des mauvaises solutions devant eux. Il n'y en a pas de bonnes, puisque quand la bonne solution serait d'arrêter de recevoir, dans ce cas précis, les urgences
dans un service de médecine interne qui n'est pas adapté pour recevoir les urgences. On répond, mais si nous, on ne fait pas notre part du travail de recevoir les urgences, de toute façon, ces urgences, elles vont aller sur d'autres hôpitaux qui sont eux-mêmes surchargés, et donc c'est tout simplement eux qui feront les erreurs à notre place. Donc c'est ça, ce sentiment en tout cas, et ça c'est un sentiment qui a été extrêmement ressenti au moment du Covid, mais qui est ressenti par le personnel soignant dès qu'on a une crise, puisque le système est quand même déjà sous tension, donc dès qu'il y a un événement un peu exceptionnel, on est en état de crise, et ce sentiment d'impuissance et de mauvaise solution, de décisions qui ne découlent que sur des mauvaises, que sur des mauvaises décisions, parce qu'il n'y a que de mauvaises solutions, en tout cas, vous avez compris ce que je voulais dire à peu près, provoque énormément de souffrance. Martin Hirsch. Moi, ça nous est arrivé 2 fois d'avoir une patiente morte au milieu de la salle d'attente et dont on se rend compte plusieurs heures après qu'elle était morte depuis plusieurs heures. Effectivement, des choses absolument épouvantables, dans 2 services différents à quelques années d'intervalle. Je pense que dans ces 2 services-là, ça ne pourrait plus se produire. Donc à chaque fois, on a fait ce qu'on appelle une RMM, une revue de la mortalité, de la morbidité, qui est un terme technique, on se repose toutes les questions pour regarder quand ça déconne. Et à chaque fois, il y avait des éléments à la fois de locaux, de trucs qui ne marchaient pas, et puis de la manière dont l'équipe était animée. Animée ou formée ? Animée. Et pour la petite histoire, la première fois, donc, j'ai changé le chef de service. Et la deuxième fois, quand l'enquête a été faite, les médecins m'ont dit... il y a un médecin qui faisait l'enquête qui m'a appelé et m'a dit il y a un problème avec le responsable, mais je ne vais pas l'écrire, parce que la dernière fois, vous l'avez changé, et là, on n'a pas envie que vous changiez notre collègue. Et donc, il a montré d'autres trucs qu'on a corrigés. Puis, quelques mois après, il se trouve qu'il est devenu responsable de plusieurs services, dont celui-là. Et il m'a appelé, il m'a dit, ça vous choque si je vous demande qu'on remplace ? Je lui ai dit, non, vous auriez dû l'écrire il y a 6 mois, on va le faire. Et par ailleurs, ces médecins en responsabilité pouvaient exercer d'autres responsabilités très bien, mais ils n'étaient pas faits pour animer une équipe un peu difficile là-dedans. Là aussi, c'est ce type de difficulté qu'on peut avoir. Juste un mot aussi, on a un chirurgien qui s'est spécialisé dans les erreurs, qui a écrit un bouquin qui s'appelle je ne sais pas quoi sur l'erreur. En tout cas, lui s'appelle Éric Vibert, vous trouverez son livre, et qui développe tout un système pour permettre, alors pour l'instant c'est essentiellement les chirurgiens, mais c'est applicable aux autres, de filmer au bloc opératoire, de repérer les erreurs, de travailler dessus, de forcer à regarder ce qui n'a pas marché. Dans les erreurs, il peut y avoir des erreurs techniques, mais des erreurs de fonctionnement de l'équipe. Et alors, cette démarche est intéressante et elle est absolument salutaire. Et 2, elle n'est pas évidente à trouver écho parmi ses pairs. Il est un peu considéré comme un marginal, alors que c'est quelque chose d'absolument fondamental. Et dernière remarque, moi j'avais été très frappé par un courrier d'un couple. Elle avait été hospitalisée et son mari venait la voir souvent. Et ils m'ont envoyé une longue lettre de 10 pages en me disant, il se trouve que moi je suis commandant de bord dans une compagnie aérienne, ma femme est avocate. Et on a analysé les dysfonctionnements qu'on a connus pendant 10 jours à la lumière de nos 2 métiers. Et je l'ai largement diffusé pour qu'on l'utilise. Mais effectivement, il y a quelque chose que je trouve toujours vertigineux dans un hôpital, quand on a la responsabilité d'un hôpital, et que je pense à chaque fois que je prends l'avion. Dans un hôpital, il y a des choses absolument fabuleuses qui se font. Il y a des gens on peut sauver des situations qu'on sauve dans nos hôpitaux qui ne seraient pas sauvées ailleurs, etc. Mais il est extrêmement compliqué d'avoir la garantie que pour tout le monde, ça se passera bien. Alors qu'il y a d'autres domaines où la question de la sécurité des passagers est majeure, pour lequel la probabilité d'un accident est beaucoup plus faible. Les choses sont... Et je pense que la manière dont on s'inspire d'autres
d'autres fonctionnements pour essayer de faire en sorte que l'égalité devant le risque l'inégalité devant le risque soit pas aussi forte, est quelque chose de majeur qu'on a à travailler. Et c'est aussi une question vraiment beaucoup d'état d'esprit et de valorisation, d'abord de reconnaître les erreurs, de les déclarer, de les travailler et d'avoir cette obsession tout le temps. Alors justement, inégalité et égalité devant le risque, Hippocrate, c'est aussi une série d'anticipations. On l'a dit tout à l'heure dans la première saison, un virus étrange arrive et oblige à confiner, à isoler un certain nombre de médecins. Dans la deuxième saison, il se produit une intoxication massive au monoxyde de carbone qui va entraîner donc une réaction massive de la part des personnels soignants. On va regarder 2 extraits qui posent bien ce que disait Martin Hirsch tout à l'heure, c'est-à-dire la question de l'égalité et de l'inégalité au risque, la question de la formation aussi. Est-ce qu'on est suffisamment bien formé pour affronter ce genre de problème? Et on va voir que la transition ensuite est assez facile avec ce qui s'est passé au moment du Covid. Je me retourne vers la régie. Est-ce qu'on pourrait regarder dans la foulée le 3e et le 4e extrait? Et après, on revient et on discute de ce qu'on a vu. Donc là, on aborde des problèmes à la fois médicaux très concrets, c'est le moins qu'on puisse dire, des problèmes éthiques aussi. On voit cette jeune interne qui veut à tout prix sauver son patient, quel que soit son score. Elle veut lui faire bénéficier du caisson hyperbare. Il n'a pas forcément les bons paramètres pour être prioritaire. C'est très fort. On est avant le Covid. C'est la question du choix, la question du tri, la question de la priorisation. On voit tout ça aussi dans Hippocrate. Ce qui est frappant, c'est que peu de temps après, on va se le poser en grand au moment du Covid. Ouais, c'est vrai. Mais moi, le problème du choix et du tri et de la priorisation des patients, moi, je l'ai toujours connu à l'hôpital. Ouais. Je pense que toute personne qui travaille à l'hôpital et qui a un peu de recul sur sa pratique, quel que soit le poste qu'on a à l'hôpital, quel que soit le corps de métier, on y est tout le temps confronté. Tout le temps. On y est confronté aux urgences déjà. Pourquoi aux urgences, on ne prend pas les gens en fonction de l'ordre d'arrivée, en fonction d'une gravité qu'on estime. Alors c'est plus ou moins... Il y a des là, ce qui est assez intéressant, ce qui est particulier, c'est qu'il y a un protocole bien précis, bien net justement, avec un comptage de points. Et bon, ça au moins, c'est censé protéger la prise de décision, le preneur de décision, puisqu'il peut du moins se couvrir derrière un protocole. Mais on voit bien que ça ne protège pas grand-chose, parce que quand on a des liens qui se créent avec un patient, si le protocole il va contre la décision qu'on aimerait prendre, ça rend les choses aussi compliquées. Donc ça pour dire qu'en tout cas, le tri, il n'est pas arrivé avec le Covid, ça j'en suis convaincu. Moi, j'ai toujours connu. Et ça, en soi, ce n'est pas vraiment un problème. La priorisation, ce n'est pas un problème, elle existe. Le problème, c'est que ce soit tabou. Voilà. C'est qu'on ne le dise pas. C'est qu'on ne soit pas formé. Les infirmiers, les médecins, ils ne sont pas formés. Dès qu'on dit, non, en fait, on trie à l'hôpital. Et dès qu'on le dit, même moi, quand j'ai écrit le serment, j'avais écrit un chapitre beaucoup plus dur sur le tri, sur la violence du tri. On m'avait dit, et on m'a... des amis autour de moi, c'est une sorte d'autocensure, et j'ai calmé un petit peu le trait. Mais c'est une réalité de l'hôpital. Et comment en effet former, comment arrêter de rendre ce sujet tabou pour tout simplement, peut-être que ce tabou provoque trop de souffrance, je pense, chez les soignants. Donc on en arrive à cette situation où une série montre quelque chose qu'on n'a pas très envie de montrer. Elle le montre très bien, elle fait le procès à personne. Et quand arrive la situation au moment du Covid où on devrait parler de ça, Martin Hirsch, les pouvoirs publics, les gens qui s'expriment au nom des autorités de santé, etc., ont le plus grand mal à reconnaître l'existence de ces pratiques et les problèmes fondamentaux que ça pose. Pas d'accord. Alors, c'est un super sujet. Première chose, l'hôpital fonctionne sur la technicité, des moyens, de l'organisation, mais avant tout sur des valeurs. Et si les valeurs tombent, ça tombe beaucoup plus vite que s'il y a une canalisation qui pète. Et dans ces valeurs, s'il y a, je pense, un tri qui ne se fait pas, c'est le tri des riches et des pauvres, des blancs et des noirs, etc. Je pense que ça,
c'est tellement antinomique avec les valeurs qui continuent à être portées avec l'hôpital que quand on pense tri souvent, dans beaucoup d'endroits, dans beaucoup de sociétés, dans beaucoup de pays et parfois dans des systèmes de santé, il y a un tri qui se fait sur ces bases-là. Et nous, on est à l'abri de cela. Ils vont pas virer Nguyen parce qu'il a un nom asiatique, ou etc. Juste rappelons ça, parce que ça, c'est un ciment qui est absolument majeur. Et un directeur général qui enverrait à ses médecins, aux médecins de l'hôpital, un truc en disant je vous demande quand même de traiter un peu moins ceux qui ont pas la bonne couverture sociale, ou etc. On lui couperait la tête immédiatement, et tant mieux. Ce truc-là, je ne sais pas s'il est complètement appris pendant les études, mais il est vraiment transmis. Il est dans la vocation, il est transmis. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est, je pense qu'il y a quelque chose qui a beaucoup progressé, y compris par rapport à l'époque où on faisait nos études, c'est qu'on a organisé des procédures collégiales qui sont absolument majeures. Parce qu'il y a le tri qui peut se voir là, très rapide, qui aura accès aux caissons hyperbares ou pas, etc. Mais ça peut se poser pour qui aura sa chimiothérapie programmée la semaine prochaine, qui aura, etc. Qui sera éligible au traitement innovant. Et on a, je trouve, beaucoup progressé pour éviter qu'il y ait de l'arbitraire, que l'affectif, dans son mauvais côté, puisse avoir raison de vie ou de mort. Et donc, il y a de plus en plus des procédures collégiales pour le début de la vie, la fin de la vie, etc., qui font qu'il y a une vraie réflexion éthique majeure autour de ça. Et je pense qu'il y a moins d'arbitraire du tri. Moi, je me souviens, externe aux urgences, d'avoir entendu un médecin senior dire « Bon, la petite vieille de 91 ans avec son fémur, on ne va pas la prendre. » Je pense qu'on ne l'entendrait plus. Je parlais de la parole publique. Alors ensuite, quand on va sur la parole publique, pour les responsables publics, le fait que les hospitaliers disent qu'ils pourraient être conduits à faire du tri, c'était les mettre en situation d'échec, et ils refusaient qu'on le dise et qu'on l'envisage. Mais c'est qui les hospitaliers? C'est ça la question. Parce qui refuse? Parce que derrière, il y a des hommes et des femmes, des étudiants, des jeunes médecins, des infirmiers et des infirmières qui ne veulent pas nécessairement garder tabou ces pratiques. Au moment du Covid, il y a eu du tri. Il y a eu du tri. On a trié au moment du Covid. Oui. Sur la première vague, on a trié. Moi, j'étais aux urgences. Oui. Je l'ai vu, le tri se faire. Et pourquoi ça, c'est tabou? On ne peut pas en parler. Alors, je crois pas que... je pense que c'était tabou dans les pouvoirs publics. Nous, à l'hôpital, on en a beaucoup discuté, entre nous et ouvertement, sur le thème, est-ce que le tri qu'on va faire est un tri différent du tri qu'on ferait en période de non-saturation absolue. Et donc, le leitmotiv, c'était reconnaissons que la médecine, effectivement, fonctionne avec de la priorisation, qui est effectivement un peu plus joli que tri, mais qui veut dire la même chose. Mais faisons en sorte, donnons-nous les moyens de faire en sorte que ce qu'on ferait en se disant qu'un malade qui, envoyé en réanimation, a une telle probabilité d'en sortir moins bien qu'il n'y était, qu'on ne le ferait pas rentrer, même s'il y avait 12 lits de réal libres. Comment on s'organise pour que ça ne soit pas, cette fois, un malade dont on se serait dit il y a 6 mois, alors ça n'a pas marché complètement, beaucoup plus en France qu'ailleurs. Moi, je voyais dans un autre pays européen où il m'expliquait la première vague, on s'est fait submerger, puis ensuite on a mis un critère d'âge et on a été assez tranquille, on ne s'est plus fait submerger. Ceci on a vraiment essayé de l'éviter le plus possible en restant sur, si je puis dire, de la priorisation éthique. Alors, la première vague arrive dans la série, on va voir un dernier extrait, et après, on revient, et vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez, il ne nous reste pas beaucoup de temps, et je m'en excuse. Extrait. Il faut comprendre comment se fabrique une série. Donc en janvier, on commence à tourner, janvier 2020. En mars, on est confiné comme
comme vous tous ici. Donc la série s'arrête. Moi, j'avais la scène qu'on a vue avant avec le tri du caisson hyperbar, tout ça, on avait déjà tourné, mais arrive le Covid. Moi, la première chose que je me dis, mais de façon très égoïste, je me dis c'est une catastrophe pour cette saison 2 d'Hippocrate qui va être totalement datée avant même. Moi, je suis en train de parler de mes petits intoxicomonoxyde de carbone, et puis là, il y a une sorte de crise mondiale, sanitaire, hein, tout le monde s'arrête, c'était imprévisible. Voilà, la série est totalement datée avant même qu'elle soit tournée. Mais j'en ai déjà tourné un tiers. Et puis pendant cette pause de confinement, je me dis, mais en fait, il faut se rattacher aux branches, en dehors du fait que je retourne à l'hôpital, que je vais revenir à la scène qu'on vient de voir, et qui elle-même est déjà datée d'ailleurs. Et je me dis, mais en fait, ce que j'essaie de raconter de l'hôpital, peut-être, c'est quand même l'état de l'hôpital avant l'arrivée du Covid. C'est peut-être ça que je suis en train de raconter. Donc il faut que j'aille au bout de cette saison 2, et que finalement, la fin de cette saison 2, c'est le Covid. Et ça, évidemment, ce n'était pas du tout écrit, puisque vous ne pouvez pas l'envisager. Donc je réécris toute la fin de la série à l'aune de cette crise sanitaire, en me disant, voilà, tout ce qu'on va raconter dans cette saison, et qui est déjà tourné ou déjà écrit et qu'on va tourner, va être impacté par le fait que nous, on sait, il y a une sorte d'ironie dramatique qui se crée. Nous, on sait que tout ce qu'on est en train de vivre, en fait, aboutit à une chose, aboutit d'une part à un drame. À la fin de cette saison 2, il y a un drame personnel. Mais en fait, ce qu'on ne sait pas, c'est qu'il y a pire que ce drame, c'est qu'il y a encore un autre drame derrière, qui est le Covid. Donc ça, c'est l'idée que je vais trouver pendant le confinement. Et cette scène-là, c'est exactement... Alors évidemment, comme l'a très bien dit Martin, tout est condensé en une scène, et qu'évidemment, tout ne se passe pas comme ça. Ça, c'est la fiction qui provoque ça. En tout cas, moi, la façon dont j'appréhende la fiction. Mais quand même, le jour où j'arrive, je passe dans mon service de fiction chercher un stéthoscope. Et je prends le stéthoscope de Chloé Antowska, l'héroïne, parce que je n'en ai plus, avant de rejoindre le vrai service des urgences. Et quand j'arrive, le premier truc qu'on me dit, c'est « Ah, ce serait bien, c'est que tu nous aides à mettre une bâche là, parce qu'on va essayer de séparer le Covid et le non-Covid. » Cette bâche, pendant toute la semaine, elle n'aura cessé de bouger, parce que la partie Covid va s'agrandir et la partie non-Covid se réduire à peau de chagrin. Et puis, je vais voir ces discussions-là. Je vais croiser avec des chefs, des médecins, certains qui vont dire on est bien d'accord qu'on ne pourra pas sauver tout le monde. On est bien d'accord qu'on ne pourra pas sauver tout le monde. Il faut que tu le fasses comprendre, que tu le fasses entendre à tes collègues qu'on ne pourra pas sauver tout le monde, sinon on va à la catastrophe. C'est ça, ce genre de discussion qu'on va entendre. Les algécos qui arrivent parce qu'il faut essayer d'agrandir la morgue. Ça, c'est une réalité, quoi. Tout ce qui est dans cette scène sont des choses que je vais vivre en l'espace de 2-3 jours. Alors là, c'est évidemment résumé en une seule séquence. Il y a un côté comme ça un peu énorme, mais et puis cette dimension à la fois d'inconnu, on ne sait pas ce qui va arriver, et ça, je rejoins Martin, et c'est ça qui est magnifique dans ces métiers, et c'est pour ça qu'il faut protéger les métiers de soins, et c'est ce qui me met en colère, c'est le fait, ce sentiment qu'on les protège pas assez, c'est qu'en effet, ça prend du sens. Ces métiers prennent du sens dans ces périodes-là, parce que d'un seul coup, et qu'il n'y a plus de problématique de est-ce qu'on est assez payé, est-ce qu'on n'est pas assez payé, est-ce qu'on est assez reconnu ou pas, est-ce qu'on fait trop d'heures, est-ce qu'on est trop fatigué. Ça, peu importe. D'un seul coup, le métier a tellement de sens dans notre engagement qu'on est prêt à tous les sacrifices. Je dis nous, moi j'en ai fait très peu, mais je parle des soignants en général, ou des personnages de fiction de ma série. Ils sont prêts à tous les sacrifices à ce moment-là. Et donc, c'est pour ça qu'il faut prendre soin d'eux. Et c'est la question de ma série, c'est est-ce qu'on prend soin de nos soignants, quoi, voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Soin de nos soignants, Monsieur Hirsch. Attendez, on va passer aux questions. Il nous reste très peu de temps. Et je pense qu'il y en a plein. Il y a un monsieur là au premier rang. Alors, j'ai 2 petites questions très rapides. La première s'adresse à Thomas Lilti, excusez-moi. Avez-vous envisagé de délocaliser en Outre-mer votre série pour montrer un autre aspect de l'hôpital? Et la dernière, c'est plutôt pour M. Hirsch, à l'image de ce qui s'est passé à l'hôpital Saint-Louis, comment ça se passe au niveau des soignants par rapport au fait qu'il y en a certains qui attendent à leur vie. Est-ce que c'est pris en charge et comment ça se passe?
Alors moi, pour répondre sur l'outre-mer, j'y ai pas particulièrement pensé, mais c'est un sujet certainement intéressant. Je connais très mal en fait, je connais assez peu l'outre-mer et je connais pas du tout le système hospitalier là-bas. Mais j'imagine qu'il y a 1 milliard de choses à raconter et qu'on a vu, au moment justement du Covid les grandes difficultés qu'il y avait de l'accès aux soins, notamment en Martinique, en Guadeloupe. Donc oui, j'imagine qu'il y a sujet. Et puis pour revenir sur votre deuxième question, et je laisserai évidemment la parole à Martin Hirsch, mais c'est vrai que chez les soignants, il y a un taux de suicide très important, plus important en tout cas que sur la population générale. Donc ça doit évidemment nous questionner. C'était déjà le cas bien avant le Covid. Le Covid n'est pas la seule cause. Cette situation est mise en scène à la fin de la 2e saison. Martin. Je pense que la catégorie dans laquelle c'est nettement plus élevé, c'est les internes. Il y a des soignants, il y a des suicides dans les différents métiers hospitaliers qui sont des drames sur lesquels on travaille beaucoup. Je pense que c'est les internes que c'est plus marqué, ce qui est une vraie question à prendre. Oui, nous, on essaye de travailler à la fois sur la prévention des suicides et notamment, on travaille avec les organisations syndicales. Chaque tentative de suicide fait l'objet d'une enquête partagée avec les représentants du personnel, transparente, justement pour qu'on voit s'il y a une part qui vient, il n'y avait pas assez de monde, on n'a pas mis assez de moyens, ça a provoqué un état, ou si c'est d'autres facteurs qui n'ont rien à voir avec le métier, qu'on puisse les regarder sans a priori dans les deux cas et sans avoir comme premier objectif de se protéger nous-mêmes contre le drame, mais de pouvoir traiter le drame et bien évidemment pouvoir les prévenir. Et je pense là aussi qu'on est en train de faire un peu de progrès. Alors ensuite, pendant le Covid, il y avait de l'assistance psychologique 24/24 par téléphone, plus des équipes qui passaient de psychologues et de psychiatres qui pouvaient passer dans les services et qui étaient des choses absolument majeures et très utilisées. Madame, le micro arrive. Merci. Donc bonjour. Alors moi, c'est pas vraiment des questions, c'est plus des réactions à certaines choses qui ont été dites, mais je voudrais vous remercier quand même tous les trois pour tout ce que vous avez dit déjà. La première chose, c'est par rapport au tri qui a été fait pendant le Covid, plus sur le côté éthique, dans la mesure du possible. Alors je suis d'accord que ça a été fait dans la mesure du possible, mais la réalité, c'est qu'il y a eu vraiment des tris qui ont été faits sur la question de l'âge, par exemple. Je suis désolée, je suis un peu... bien sûr. J'ai eu la chance d'avoir ma grand-mère qui a eu le Covid, mais qui en est sortie, pile au moment de la première vague, et elle est en EHPAD, et la réalité, personne n'avait le droit de nous le dire, mais la réalité, c'est qu'effectivement, on savait qu'elle n'aurait pas le droit d'aller à l'hôpital, parce qu'elle avait 90 ans. Et que justement, au niveau éthique, on se pose la question de qui on sauve. Et c'est une question, alors que c'est ma grand-mère, je comprends cette question très dure, mais je ne voudrais pas non plus qu'on transforme ça en « non, ça n'a pas été fait, il n'y a pas eu de tri », déjà. Les deux autres points, c'est que j'ai dans ma famille des cousines et un oncle qui sont médecins à Paris. Et je ne pense pas, si on leur pose la question, je ne pense pas que c'était la meilleure période de leur vie. Je ne crois pas. Mes deux cousines, qui ont 28 et 30 ans, sont fières de ce qu'elles ont fait. C'est une réalité. Elles ne veulent surtout pas qu'on les traite comme des héroïnes, mais pour nous, elles l'ont été. Et sauf que la réalité, comme vous le dites très bien, Thomas, c'est vrai. C'est à ce moment-là, tout est dépassé. Elles se sont sacrifiées. Sauf que, est-ce que c'est normal qu'on en arrive là ? Moi, je ne trouve pas. Et l'autre point, c'est... moi, j'habite à la base à 1 heure de Paris, en Île-de-France. La réalité, oui, je vous rejoins effectivement, Monsieur Hirsch, que
L'hôpital, on ne peut plus dire du coin, contrairement il y a 15 ans, littéralement qu'on ne va pas être bien soigné, c'est vrai, mais c'est parce qu'en fait, il n'y a plus d'hôpital. Donc on est obligé de faire 3 quarts d'heure de voiture. Voilà. Donc je tenais à faire part de ces expériences-là. Merci beaucoup. Ouais. Qui veut poser une question avec un micro qui n'est pas trop loin? Juste, je voudrais rebondir pendant que le micro circule. Vous avez raison de pointer quelque chose qui est absolument majeur sur le tri ou le choix. Il y a, une fois qu'on est confronté, le malade est aux mains de l'équipe, où peut se poser des questions éthiques. Et il y a une manière, j'allais dire, plus hypocrite, qui est effectivement d'empêcher l'accès pour que ceux qui auraient pu avoir fait le tri ne soient pas confrontés à cela, parce qu'il est fait en amont de manière trop implicite. Et effectivement, je suis 1000 fois d'accord, pour revenir, tout ce qui est implicite est dangereux. Bon, c'est bon. Bonsoir, je voulais vous poser une question concernant c'est plus sur la gouvernance de l'hôpital actuellement, entre CME et direction générale, et qu'est-ce que vous en pensez, vous en tant que médecin et en tant que directeur général? Je sais que c'est le gros conflit, mais à l'aune des présidentielles, là, il y en a pas mal de candidats qui veulent supprimer ce poste de directeur général, et j'aimerais avoir votre avis là-dessus. Merci. On en a pour 3 quarts d'heure. On va laisser répondre Martin Hirschat, je crois que c'est... Alors là, moi j'ai des idées, j'ai des idées extrêmement tranchées là-dessus. Je pense que le côté, il y a une hiérarchie administrative d'un côté, et de l'autre, les médecins ont des représentants élus par ailleurs, et on se fait face, est épouvantable. Donc, en fait, l'une des toutes premières décisions que j'ai prises au moment de la crise Covid, c'est de nommer des médecins des postes de responsabilité. Ce qui n'était pas apprécié des médecins. Et après la première vague, de nommer une adjointe médecin, pour la première fois dans l'histoire des 150 ans de la PHP. Et je trouve ça absolument majeur. S'il y a d'un côté... Pour en revenir tout à l'heure, la question, est-ce qu'on prend soin des soignants? Pas assez. Et il y a un problème de salaire qui n'est encore pas résolu, malgré les 10% d'augmentation de salaire en moyenne qu'il y a eu, on peut dire grâce au Covid, avec le Ségur. Il y a plein de choses dont on ne prend pas assez soin. Mais est-ce que les soignants prennent assez soin d'eux? Je pense non plus. Est-ce qu'ils génèrent eux-mêmes des comportements qui posent des problèmes aux autres? Et je pense qu'on ne peut pas simplement dire prenons soin des soignants. Il faut dire prenons soin des soignants, mais également changer ce que vous avez dans la manière dont vous vous comportez entre vous, etc., etc. Ça, c'est deux choses absolument majeures. Et dans ces choses-là, effectivement, je pense que dans la gouvernance, il faut absolument qu'il y ait des médecins, des infirmiers, et pas, en fait, les 3 chaînes hiérarchiques. Et ça, ce truc-là est mortel. La chaîne des directeurs, la chaîne des médecins, la chaîne des infirmiers. Ce truc-là est totalement antinomique avec la manière dont l'hôpital doit être gouverné, fonctionner, travailler en équipe, etc. Et la recomposition des catégories et des castes est quelque chose qui fait beaucoup de mal et pour lequel il y a des défenseurs de le maintenir, et je pense que c'est très problématique. Une autre question, madame, est-ce qu'il y a un micro? Ah, vous avez une question là? Je vois pas. Oui? Levez la main bien. Oui, madame, allez-y. Pardon. Allez-y. Hop, bonjour, donc merci pour cette discussion très intéressante. Moi j'avais une question par rapport aux démissions en fait. On a vu, moi j'ai vu pas mal de reportages où des infirmières ont quitté le navire pendant le Covid justement pour aller ailleurs parce qu'on était mieux payés, il y avait des meilleures conditions de travail. Et il y a d'autres personnes qui ont dit, moi je reste sur le bateau le temps que la tempête se calme. Et ma question c'est, au total, combien sont partis de l'hôpital public? Merci. Moi, vous répondre pour nous, 8% des infirmières. C'est énorme. J'étais aux États-Unis ce matin, où il y a eu le même sujet. Dans le monde entier, il y a eu des départs, ce qui montre que la situation a vraiment été dure.
il y a eu des départs ou des non-arrivées liées au Covid. Alors pour différentes raisons, mais l'une d'entre elles est le traumatisme d'une période. C'est pour ça, pardon, hein, je redis les deux choses. J'ai l'impression de dire d'un côté, il y a beaucoup qui considèrent que leur métier n'a jamais été aussi bien exercé et que le fonctionnement n'a jamais été aussi harmonieux pendant cette phase. Et puis il y en a certains, soit certains malgré cela, qui considèrent que la difficulté, et notamment il y a beaucoup les infirmières sont souvent jeunes et ont été confrontées à la mort dans des conditions dans lesquelles on y est beaucoup moins confronté. Heureusement, dans beaucoup de services, il devient rarissime qu'il y ait un malade qui meurt. Là, dans tous les services, il y avait des malades qui mouraient. Autre question, madame là-haut. Bonsoir. J'aurais une question plus particulièrement sur les concours et les formations liées à la médecine notamment. On a eu beaucoup de réformes ces derniers temps sur l'accès à la formation de médecins, etc. Mais est-ce que ces réformes sont suffisantes et sont efficaces par rapport à la crise Covid qui s'est passée ces dernières années? Merci. Moi, je peux répondre pour les médecins. Donc la réforme PASLAS, je pense qu'elle est pour le moment assez mal vécue par les étudiants, en tout cas, voire très mal vécue. Est-ce que c'est une mauvaise réforme? C'est un peu tôt, je pense, pour la jeter à l'eau, puisqu'on vient de vivre quand même 2 années très atypiques pour tous les étudiants, quels qu'ils soient. Donc c'est un petit peu difficile. Moi, ce que j'en perçois, c'est que il y avait des choses positives dans cette réforme. Ce sentiment que j'avais d'essayer d'ouvrir un peu les études de médecine à autre chose qu'uniquement des filières ultra scientifiques. Néanmoins, elle ne change pas radicalement la donne. On est toujours avec un numerus clausus très important, une sélection des médecins qui se font quand même essentiellement sur on va dire sur une forme d'excellence scientifique. Énormément de compétition, un concours qui ne s'est pas vraiment ouvert, beaucoup de pression pour les étudiants, l'impossibilité de redoubler. Voilà, quoi, je veux dire, c'est pas. J'ai le sentiment que les mots de la sélection des médecins n'est pas réglé par la PASLAS et que c'est qu'une nouvelle formule en fait qui ressemble profondément à la PACES ou à la PCEM que j'ai pu avoir moi. Voilà, je vois pas vraiment de. Je crois que tant qu'on n'ouvre pas pour moi et qu'on ne forme pas plus de médecins, moi c'est ma conviction, hein, qu'il faut former beaucoup plus de médecins et qu'on manque de médecins en France parce que la pratique médicale a changé. Je pense qu'on aura toujours les mêmes soucis dans la formation des médecins. Un mot et on prend une dernière question. Ouais, non, en fait 2 mots. Il y a aussi la formation des infirmières ou la sélection des infirmières à l'entrée des écoles. Et avec Parcoursup, il n'y a plus d'entretien de motivation, ce qui est probablement un problème. Et je pense qu'il faudra voir comment on peut avoir les avantages de Parcoursup, c'est-à-dire que tout le monde peut avoir accès à la plateforme, mais revenir à quand même avoir un moment sur la motivation. Et puis il y a un deuxième sujet, c'est que finalement on sélectionne pour ces métiers. Alors d'une part, ça peut être mal de sélectionner sur les maths, etc. Mais on sélectionne au moment où les gens ne connaissent pas les métiers, sauf s'ils ont vu Hippocrate. Mais il y a une vraie question. Je pense qu'on est... moi, j'étais externe. J'aurais été un mauvais médecin. J'ai arrêté mes études, mais j'aurais pu... Et j'ai eu des très bonnes notes au concours. Et donc, je pense qu'il y a aussi ce sujet-là du moment où se décident les choses. Et comme on a eu un concours très difficile au moment où on ne connaît pas la médecine, c'est du gâchis de ne pas l'utiliser, si je puis dire, alors même qu'on peut ne pas être du tout fait pour ce métier. Une dernière question? Pas forcément. Oui, madame là-haut. Oui, mais on ne peut pas prendre toutes les questions. C'est comme ça chaque année. Oui, bonjour. J'avais juste une question, c'est par rapport à la formation. Je me posais la question, est-ce qu'il manque pas un peu de formation à l'humain? Parce que là, vous parliez du tri, etc.
On le sait qu'il y a du tri, par exemple, sur une transplantation, etc. Il y a du tri dans les métiers de la médecine, il y a forcément du tri. Mais est-ce qu'il n'y a pas un manque de formation à l'humain, comment on explique les choses aux patients, comment on reçoit leurs paroles, etc. J'ai malheureusement pas vu la série. Moi, j'ai vu vos films que j'ai beaucoup aimés. Et ce qui ressort, je trouve, c'est qu'en première année, on déshumanise énormément puisque c'est que de la science pure et dure. Après, ils sont tellement sous l'eau à l'hôpital qu'il n'y a pas le temps en fait, d'accueillir la parole, etc. Donc je me posais la question de est-ce qu'il ne manquerait pas un module, peut-être, je ne sais pas, sur l'humain. Non, bon, vous avez raison, je pense, sur le fond, évidemment, mais je crois que le problème que je vois, en tout cas dans la sélection, c'est la sélection. C'est-à-dire que peu importe finalement que la sélection se fasse sur les sciences ou sur autre chose, le problème c'est qu'on est dans une compétition où finalement on va avoir les élèves les plus scolaires, les plus studieux, les plus à même de réussir des concours, des concours voilà, qui sont basés sur des connaissances scolaires, et que ça, c'est pas obligatoirement, selon moi, la façon de sélectionner les futurs meilleurs médecins. Mais comme l'a dit un peu Martin Hirsch, peut-être qu'un des problèmes majeurs, c'est que ce concours a lieu après une année de bachotage qui se fait finalement à l'université, mais dans des amphithéâtres ou dans des salles de cours, et qui se font pas. Peut-être que cette sélection devrait être plus tardive. Alors même ou plus progressive. En tout cas, il y a certainement d'autres solutions à trouver qu'un concours ultra sélectif qui va de toute façon favoriser les élèves les plus scolaires. Ce qui ne veut pas dire, pour le coup, les élèves, les jeunes gens les plus à même de devenir des bons médecins, et en plus qui crée une compétition extrêmement puissante entre tous ces jeunes gens. Et voilà, la question de la compétition, est-ce que ceux qui ont l'esprit le plus compétitif, est-ce que c'est tout à fait compatible avec l'esprit de l'échange qu'on doit retrouver dans le soin ? Et alors ça saute aux yeux pour la médecine. Donc il y a le tri des patients, le tri des futurs médecins. Ça saute aux yeux pour la médecine, mais c'est globalement vrai pour à peu près toutes les formations. L'un des grands mots de notre société française, c'est que l'éducation fonctionne par tri sélectif sur 20% du cerveau. Donc on a décrété qu'il y avait 20% du cerveau qui savait faire des algorithmes, des trucs, etc., sur lesquels on avait sélectionné les meilleurs. Et il y a 80% du cerveau qui sert à être gentil, savoir s'adapter, etc., qui sont aussi importants et qui ne sont jamais pris en compte, que ce soit pour être travailleur social, pour être médecin, pour être, etc., pour être prof. Merci beaucoup Thomas Lilti, merci beaucoup Martin Hirsch, merci beaucoup à vous. Merci. Vu que l'hôpital public est un bien commun qu'il nous faut préserver, et souhaitons que dans les années qui viennent, il en soit ainsi. Merci beaucoup et à l'année prochaine.